Bonjour à tous et toutes. Au mois de juin dernier, l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a publié un rapport sur la situation de la fin de vie en France et la prise en charge des patients en fin de vie en soins palliatifs. L'IGAS constate notamment que à la fois les dispositions législatives de la loi sur la fin de vie, Léonie Teclès, sont mal connues, du grand public d'une part, mais essentiellement des professionnels de santé eux-mêmes, et que les possibilités de prise en charge en soins palliatifs des patients en fin de vie sont également mal connues et mal utilisées. À cet égard, et s'agissant des professionnels de santé, on sait qu'il y a deux leviers, l'information d'une part, la formation d'autre part. Au titre d'information, en ce moment même, le Fonds pour les soins palliatifs diffuse aux professionnels de santé des guides qui, d'une part, font le point sur les dispositions législatives sur la fin de vie, et d'autre part, et c'est une chose très importante, recensent régionalement l'offre graduée en soins palliatifs pour que chaque professionnel de santé qui prend en charge des patients en fin de vie sache où et comment orienter ses patients pour une prise en charge optimale. Du point de vue de la formation, le 8 juin dernier, l'Agence nationale du DPC a publié un guide qui a été réalisé par le professeur Régis Aubry, chef du département douleurs et soins palliatifs du CHU de Besançon, guide qui propose un certain nombre de recommandations pour la structuration d'actions de DPC sur les soins palliatifs. Quel type d'action, pour quelles compétences, pour quels professionnels. Et cet après-midi, sur le plateau de DPC Grand Angle, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Aubry pour faire le point avec lui sur la situation de la fin de vie en France aujourd'hui, la façon dont les patients sont pris en charge en soins palliatifs et mesurer avec lui tout le chemin qui reste à parcourir. Quelques données, quelques constats, quelques paradoxes sur la fin de vie en France. Premier paradoxe, la médecine évidemment progresse, mais en même temps qu'elle progresse, elle prolonge la vie évidemment, mais crée aussi des situations de fin de vie complexes où des problématiques éthiques se posent tous les jours aux professionnels de santé. Deuxième constat, très largement, quand on interroge la population française, les gens souhaitent pouvoir être maîtres jusqu'au bout de leur vie et donc de leur fin de vie. Il existe des dispositions législatives qui le permettent, les dispositions relatives aux directives anticipées. Et en réalité, à peine 3% de la population française n'exprime ce type de directive en amont de leur prise en charge. Peut-être parce qu'aucun d'entre nous n'a forcément envie d'être confronté à cette finitude et à son possible, et qu'on pense qu'il sera toujours temps, à un moment, de formuler ces directives anticipées. 80% de la population interrogée souhaite mourir à domicile, 40%, de 40 à 60% meurent en réalité à l'hôpital. Et autre point dans ces paradoxes et ces constats, les personnes âgées de plus de 75 ans, dont on pourrait se dire qu'on aurait pu anticiper une prise en charge appropriée, il y en a 15 000 par an qui meurent aujourd'hui aux urgences, c'est-à-dire dans des conditions évidemment qui ne permettent pas une prise en charge optimale de ces moments de fin de vie. Enfin, dernier constat, il y a un certain nombre de personnes qui expriment le souhait d'être pris en charge dans des structures de soins palliatifs. Alors on a progressé, on était à 20% il y a quelques années, aujourd'hui il y a 44% de patients qui expriment ces demandes et qui sont accueillis dans ce type de structure, mais 44%, on est encore loin de répondre à la demande de chacun, et on voit le chemin à parcourir.
Bonjour Régis Aubry. Bonjour. Face à ces constats que vous pourrez confirmer ou pas d'ailleurs, j'ai envie de vous poser en fait une question. En 2018, aujourd'hui, quel levier activer pour, d'une part, que les situations de fin de vie soient mieux gérées d'un point de vue éthique, déontologique et en équipe, et comment on peut améliorer la prise en charge en soins palliatifs? Alors, je partage les constats que vous venez de faire. Hein. Je me rends compte que, paradoxalement, plus nous progressons dans nos sociétés et dans le champ de la médecine, plus le tabou de la mort reste très ancré. Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'important à dire d'emblée sur ces questions-là, c'est que la question de la mort ne doit pas être enclose dans le champ de la médecine. C'est une question de société. D'ailleurs, quand vous me demandez quel levier, il y a un levier qui me semble important à actionner, c'est le levier de l'éducation, le levier de l'information autour de toutes ces questions-là. Penser sa propre finitude ne la fait pas venir pour autant. Ça peut au contraire être un facteur d'équilibre, me semble-t-il. Savoir que sa vie a un début et a une fin est quelque chose qui peut contribuer à donner du sens à son existence. Néanmoins, ce dont vous parlez, ce sont des situations de fin de vie, dont une partie sont provoquées par la médecine, d'ailleurs, qui... du fait des avancées techniques et scientifiques, rend possible aujourd'hui la vie, alors dans de bonnes conditions en général, mais parfois dans de mauvaises conditions. C'est à ce moment-là. On prolonge la vie. On prolonge la vie, ou on permet de vivre dans des conditions qui parfois ne sont pas compatibles avec le sens et la qualité. C'est ce qui définit le champ des soins palliatifs en quelque sorte. Et un des leviers à actionner autour de tout cela, il est structurel. C'est vrai qu'il faut développer des structures de soins palliatifs. On a en France créé près de 140 unités de soins palliatifs qui sont des structures dédiées aux situations les plus complexes, des structures de recours. On a un concept qui s'appelle les lits identifiés de soins palliatifs. C'est un renforcement des moyens donnés à des équipes qui accueillent beaucoup de personnes en situation potentiellement de fin de vie. Et puis, surtout, on a ce qu'on appelle des équipes mobiles de soins palliatifs qui, dans une logique territoriale, vont aller aider des soignants à appréhender les questions de fin de vie, à soigner des personnes en fin de vie. Alors, il y a beaucoup de progrès à réaliser encore de ce point de vue-là. Je pense qu'on est au milieu du gué, ou en tout cas qu'on n'a pas terminé la structuration des dispositifs de soins palliatifs. Mais quoi qu'il en soit, quand bien même on aurait autant d'unités de soins palliatifs qu'on le souhaiterait, cela ne suffirait pas, à mon avis, à améliorer totalement l'accompagnement et les soins palliatifs destinés aux personnes qui en requièrent. Le levier principal pour ce qui nous concerne est probablement celui de la formation. Un des enjeux de la politique d'accompagnement et des soins palliatifs en France, c'est de faire en sorte qu'il y ait une intégration de la démarche palliative dans la pratique de tous les acteurs professionnels de santé. Et pour ça, la formation est le levier majeur, formation initiale et formation continue. Alors justement, sur le plan de la formation, vous avez été l'auteur d'un guide que l'agence a publié. Quelques chiffres qu'on avait partagés. Quand on prend l'offre de DPC en 2017, telle qu'elle est déposée sur notre site, très peu d'organismes. On a 2100 et quelques organismes. On en a à peine 251 qui proposent des actions en soins palliatifs. Une offre assez faible. 4% des actions sur l'ensemble du champ sont consacrées aux soins palliatifs. Et en plus, quand on regarde les publics visés, on voit que c'est beaucoup les infirmiers, les aides-soignants en EHPAD. Et que, par exemple, les médecins adhèrent peu à ce type d'action et s'inscrivent peu à ce type d'action. Donc, sur le plan de la formation, quelles seraient véritablement les préconisations et les leviers que vous pourriez formuler? Alors, la sortie et l'élaboration de ce guide ont permis, d'une part, de réfléchir aux besoins d'une formation relativement harmonisée sur l'ensemble du territoire, dans une visée éthique, en quelque sorte. C'est à formation équivalente,
on a la possibilité d'acculturer en quelque sorte tous les publics concernés. Si on analyse ce que vous constatez, c'est-à-dire assez peu de formation dans ce registre et assez peu de formation interprofessionnelle. L'interprofessionnalité vous paraissant être un axe important oui, pour ce type d'action? Je pense. Je pense parce que, effectivement, quand on parle de formation dans le champ des soins palliatifs, l'interprofessionnalité est en quelque sorte consubstantielle à la formation. Pourquoi? Parce que, alors, il y a des champs entiers qu'on partage lorsqu'on s'occupe de personnes en fin de vie. Apprendre à communiquer. Apprendre à communiquer avec des personnes qui sont en situation de difficulté, apprendre à communiquer en équipe, apprendre à travailler en équipe pour croiser des regards différents sur un même sujet, apprendre à construire une réflexion éthique, apprendre à en débattre. Ce sont des sujets qu'on ne peut pas appréhender en travaillant de façon tubulaire, en apprenant de façon tubulaire. Donc, de mon point de vue, apprendre par exemple à évaluer la douleur pour la traiter, c'est pareil, c'est un travail interprofessionnel, cela. Donc probablement parce que l'interprofessionnalité n'est pas encore une culture dans le champ de la formation. Elle n'est pas une culture globalement dans le champ de la formation, voilà. Absolument. Donc ça se traduit. Silo professionnel. Oui. Donc probablement ça se traduit dans ce champ-là. Puis je reprends ce que nous disions tout à l'heure. La mort est un tabou, y compris pour les professionnels de santé, qui essaient, plus ou moins consciemment d'ailleurs, d'esquiver tout ce qui les amènerait eux-mêmes à réfléchir à cette question de la finitude. Donc il faut qu'on arrive à avoir une formation attractive. J'ajoute tout de même, nous en reparlerons peut-être, mais que se former à l'accompagnement et aux soins palliatifs, c'est probablement contribuer à limiter le risque de souffrance au travail. Alors ça me paraît un point très important. Enfin, on parle beaucoup de souffrance au travail. On sait que les soignants sont justement confrontés à la souffrance, à la mort, qui les renvoie d'ailleurs parfois à leurs propres tabous ou représentations. Est-ce que, au-delà de la meilleure prise en charge des patients en fin de vie, ça peut être aussi un levier pour améliorer sa capacité de soignant, de rester à l'écoute et d'être aussi un peu plus à l'écoute de soi? Tout à fait. Il y a d'ailleurs quelques travaux qui ont été publiés sur ce registre qui montrent que, de façon apparemment paradoxale, dans les unités de soins palliatifs, donc des structures où on a les situations les plus complexes qui pourraient, a priori, générer beaucoup de souffrance au travail, eh bien, ce sont des endroits où il n'y a pas tant que cela. D'arrêt de travail lié à la souffrance au travail. L'explication en est probablement le fait que la culture interprofessionnelle est très marquée dans ces structures. Travailler ensemble, c'est affronter ensemble la complexité, c'est affronter ensemble la dimension de l'incertitude. Vous savez, les soins palliatifs, c'est la confrontation à la question des limites. Les limites du savoir, personne n'est jamais revenu de la mort pour pouvoir en parler, les limites de la vie, les limites du sens, les limites du supportable parfois. Ces professionnels qui marchent sur ce fil comme des funambules un petit peu des limites, s'ils sont seuls, se mettent en danger. S'ils travaillent à plusieurs, ils se rassurent les uns les autres et ils se complètent les uns les autres. Et donc on voit bien que, au-delà de la formation aux soins palliatifs, c'est une formation à la prévention des risques de souffrance au travail. Alors on voit complètement ce travail en équipe dans ces structures de soins palliatifs ou en établissement. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'exercice libéral, qui est parfois un exercice solitaire, l'infirmière qui prend en charge en fin de vie une patiente atteinte de cancer à domicile? Quelles seraient les actions à mettre en place, que ce soit en formation ou d'ailleurs dans la façon de reconstituer un travail d'équipe? Alors c'est pareil, si vous voulez... je crois que les situations relevant de soins palliatifs concernent aussi bien les acteurs de santé que les acteurs médico-sociaux, le champ ambulatoire et le champ hospitalier, le privé comme le public. Et d'ailleurs, la personne malade,
elle va de l'un à l'autre de ces secteurs au cours de son trajet. Ce qui serait idéal, ça serait d'ailleurs que ces formations auxquelles nous aspirons et pour lesquelles nous avons écrit ce guide permettent de réunir des professionnels de secteurs différents, pour qu'ils s'interaculturent en quelque sorte. Pour éviter aussi des ruptures. Pour éviter des ruptures, pour pouvoir s'interpeller en cas de besoin. Et là aussi, pour éviter d'être seul, vous dites à juste titre que le travail ambulatoire est souvent un travail un peu solitaire. Alors c'est souvent un choix pour ces acteurs-là, mais ça trouve ses limites dans ce type de situation où il est nécessaire, à mon avis, justement, que les professionnels de santé ne soient pas seuls et apprennent à travailler collectivement. On peut imaginer, par exemple, qu'un médecin généraliste se forme avec les infirmières de son territoire, avec lesquelles il collabore, avec les pharmaciens de son territoire, avec les SIAD de son territoire, les SIAD qui permettent l'aide au maintien à domicile. Il semble important, à mon avis, que précisément, alors qu'on est face à des personnes qui ont un exercice plutôt solitaire, on est, via la formation, qui peut être aussi un moyen d'apprendre à travailler différemment dans ces situations-là, une autre façon d'appréhender la question de la fin de vie. Donc interprofessionnalité est un élément que je retiens, qui n'est pas toujours très incarné dans l'offre de formation, une formation au plus près des territoires et de l'exercice réel, oui, pour travailler en fait avec ces questions, avec les professionnels que l'on côtoie sur le territoire et avec qui on sera appelé à prendre en charge potentiellement des patients. Oui, au-delà de l'objet de la formation, le soin palliatif, il y a un enjeu qui est celui d'apprendre à se connaître. Et au-delà de l'enjeu qui consiste à apprendre à se connaître, il y a apprendre à se respecter. À se respecter en tant que professionnel, avec ses différences, avec ses potentiels, avec ses limites. Une équipe au domicile, par exemple, va bien fonctionner si elle se respecte. Et elle se respecte si elle accepte que tout le monde ne peut pas faire tout dans des situations de fin de vie. Donc de mon point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement important que de travailler dans des logiques territoriales de proximité. Réunir des gens qui vont être amenés ou qui travaillent ensemble est de nature à améliorer l'offre de soins qui sortira de cette formation. Alors vous avez proposé ce guide qu'on a publié. On a échangé plusieurs fois sur le souhait que vous souhaiteriez qu'on puisse en évaluer la portée, l'impact. Ça vous paraît important ? Oui, alors moi je considère que le DPC, le développement professionnel continu, est un outil qui est destiné à améliorer les pratiques professionnelles, modifier le regard que l'on porte sur certains secteurs. Par exemple, quand on parle de soins palliatifs de fin de vie, vous n'imaginez pas l'importance qu'occupent les représentations ou l'imaginaire ou les projections dans la façon dont les gens vont soigner ou ne pas soigner. Une formation peut un peu déconstruire pour le reconstruire, déconstruire ces représentations pour pouvoir permettre aux gens d'appréhender différemment ces sujets-là. Et de mon point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, on a un autre thème qu'on travaille à l'agence, qui est la question de l'intégration de l'expérience patient dans la formation générale, quelles qu'en soient les thématiques. Sur le sujet soins palliatifs, fin de vie, ça vous paraît quelque chose qui pourrait avoir du sens ou peu de sens? L'expérience patient, c'est-à-dire, je crois que partir de situations réelles, cliniques réelles, réelles, est probablement, de mon point de vue, le facilitateur du point de rencontre. On le voit dans d'autres dispositifs de formation qui sont aussi des dispositifs d'évaluation. Je pense aux revues de morbimortalité, par exemple, qu'on peut faire ici ou là, où on va reprendre une histoire, la déconstruire,
la regarder sous un autre angle, au travers de prismes nouveaux, au travers du prisme de l'interprofessionnalité, se rendre compte qu'alors que nous travaillons sur le même objectif, nous ne voyons pas le même objet, se rendre compte qu'à la croisée des regards et des pratiques, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'optimisation et, à mon avis, quelque chose d'extrêmement positif. Pour revenir à la question que vous me posiez d'ailleurs juste avant sur l'évaluation d'un dispositif, parce que je m'aperçois que je n'y ai pas bien répondu, l'évaluation du dispositif est quand même, à mon avis, une nécessité lorsqu'on travaille dans le champ de la formation. C'est au minimum de s'assurer que ce que l'on a utilisé comme dispositif de formation produit bien ce que l'on espère que cela produise, modifie bien ce que l'on souhaitait modifier. C'est une façon, l'évaluation, de modifier l'outil ou d'adapter l'outil à ce que l'on constate, et c'est pour moi un dispositif qui est inclus dans le dispositif de formation. C'est certainement, pour nous, qui pilotons le DPC, le sens même du dispositif, c'est-à-dire que ce soit un dispositif qui soit porteur de transformation, oui, et de transformation pour le patient et la qualité des soins. Oui. Oui, et j'ajoute que dans le DPC, me semble-t-il, si j'ai bien compris, on a aussi le besoin de considérer la formation comme adaptable au public que l'on a et adaptable à ce que ce public sait ou croit savoir ou se représente avant la formation. Donc c'est tout un travail un peu de changement paradigmatique de la formation qui s'opère avec le DPC. Il faut que les formateurs soient adaptables aux besoins qu'ils identifient et qu'ils prennent la peine de vérifier que l'offre qu'ils ont adaptée de formation produit ce qu'ils espéraient que cela produise. Merci Régis Aubry pour cet éclairage précieux. Merci de votre attention. Je vous souhaite, puisque nous allons interrompre l'ensemble au moins de ces projections, pas de nos travaux, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et je vous retrouve à la rentrée dans une autre émission de DPC Grand Angle où nous aborderons un autre sujet qui est extrêmement important et dont on voit que ça interroge les professionnels de santé comme le grand public, les usages en santé des intelligences artificielles et leur nécessaire régulation. Très bel été, à très bientôt. Au revoir.